Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RTI 1, les titres de ce 13h. Il a pris part à la 4e réunion du groupe de haut niveau sur le programme de monnaie unique dans la CEDEAO. Le président Alassane Ouattara est rentré hier soir de Niamey au Niger. Coopération ivoiro-belge, des entreprises ivoiriennes et belges signent 11 contrats commerciaux à la faveur de la mission économique belge présente sur le sol ivoirien. Au Kenya, à la veille du scrutin présidentiel bis, l'opposition est dans la rue, le pouvoir maintient la date et la Cour constitutionnelle reconnaît qu'il lui sera difficile d'organiser un vote crédible. Bienvenue dans le 13h. Mercredi 25 octobre, nous sommes jour de Conseil des ministres. La rencontre gouvernementale a déjà démarré au palais présidentiel. Nous vous en ferons le point dans nos prochaines éditions. Il est rentré hier soir de Niamey au Niger. Le président Alassane Ouattara y était pour la 4e réunion du groupe de haut niveau sur le programme de monnaie unique dans la CEDEAO. 5 chefs d'État ont participé à la rencontre. Chiram Kofi Abola. En route pour une monnaie unique, plus qu'un slogan, c'est la vision que s'est fixée la 4e réunion de la Task Force présidentielle de la CEDEAO qui s'est tenue ce mardi 24 octobre 2017 à Niamey, la capitale nigérienne. Une réunion avec pour objectif clair de parvenir à la création d'une monnaie commune dans l'espace CEDEAO. Pour le président du Niger, président de la Task Force présidentielle, cela ne peut se faire sans une volonté politico-économique. La mise en place d'une union monétaire est à la fois une décision économique et politique. Les enjeux sont importants et les défis multiples et redoutables. Une monnaie unique, en réduisant les coûts des transactions, en faisant converger les taux d'inflation et en assurant la transférabilité des capitaux, renforcera les échanges des biens et des services, amplifiera la croissance économique et donc la prospérité des peuples de chacun de nos pays. À cette occasion, le président Mahamadou Issoufou, se fondant sur le parcours du président ivoirien Alassane Ouattara à la BCEAO et au FMI, l'a cité comme un champion de l'intégration, donc un acteur incontournable pour l'aspiration au processus de mise en œuvre de la monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Une marque de considération qui n'a nullement laissé le président Alassane Ouattara indifférent. Pour le chef de l'État ivoirien, l'idéal est surtout de respecter toutes les règles fixées en la matière. C'est important de tout faire pour essayer d'avoir la monnaie unique en 2020. Bon, je sais que ce n'est pas chose facile, mais c'est possible. Et nous devons, à cet effet, prendre un certain nombre de mesures. Ce que j'ai indiqué, c'est que nous devons tout d'abord nous féliciter des mesures qui ont été prises par l'ensemble des États de la CEDEAO. Et donc, en premier lieu, ce qu'il faut, c'est continuer ces mesures structurelles, ces mesures budgétaires, pour être sûr que nos économies sont capables de résister aux crises actuelles, qu'elles soient endogènes ou exogènes. La deuxième chose, c'est de faire en sorte qu'il y ait des politiques de convergence. Nous avons un certain nombre de critères que nous appelons des critères de premier plan, qui doivent être respectés par tous les États, et 2 autres critères qui sont des critères secondaires, que ce soit la question de taux d'inflation, le déficit budgétaire, le niveau de la dette extérieure, le financement du déficit, etc. Alors, je signale que la Côte d'Ivoire, de 2012 à 2015, a respecté tous les critères de convergence, aussi bien les critères premiers que les critères secondaires. Bon, évidemment, en 2016 et 2017 maintenant, avec la crise du cacao, les problèmes donc endogènes, nous avons dû relâcher un tout petit peu et le déficit est remonté à 4 et 4,5%. Mais notre objectif, c'est de ramener ce déficit à 3% en 2019. Ceci veut dire que la Côte d'Ivoire aura respecté tous les critères en 2019. Et ce que j'ai indiqué aux uns aux autres, c'est que tous les États doivent être dans la même dynamique, de faire en sorte qu'en 2019, nous puissions respecter tous les critères de premier plan au moins, et ceci nous permet évidemment d'avoir
une monnaie de la CEDEAO en 2020. Bon, ça me paraît difficile a priori, mais il faut avoir une vision, une volonté politique. Alors, pour ce faire, nous avons la surveillance multilatérale entre nous, mais cela ne suffit pas. Nous avons considéré qu'il faut une surveillance internationale, que la plupart des États doivent accepter, qu'il y a une évaluation de leur économie au-delà de la zone de la CEDEAO, pour être sûr que nous sommes sur la bonne voie, que nous convergeons vers ces critères de premier plan et même les critères secondaires. La 4e réunion de la task force présidentielle du programme de la monnaie unique de la CEDEAO à Niamey a vu la participation de 5 chefs d'État, les présidents du Niger, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria comme membres du groupe de travail, le président du Togo en tant que président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Après cette rencontre, donc, le chef de l'État ivoirien a regagné le sol ivoirien. Forum sur le travail des enfants, la première dame de Côte d'Ivoire a présidé en compagnie de la princesse Astrid de Belgique un forum sur la prévention et l'abolition du travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Fijanaïma. Souhaité par la mission économique belge conduite par la princesse Astrid de Belgique, un forum sur la prévention et l'abolition du travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire était organisé ce mardi. Il a permis à la délégation de politiques et d'hommes d'affaires belges d'évaluer les efforts du gouvernement pour éradiquer le phénomène du travail des enfants dans les plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Acteur de cette lutte, aux côtés du gouvernement, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance. Elle présidait ce forum en compagnie de la princesse Astrid de Belgique. Le directeur du bureau pays de l'Organisation internationale du travail a attesté des efforts du gouvernement ainsi que des efforts du comité national de surveillance. Le BIT salue le leadership remarquable de Mme Dominique Ouattara et l'engagement soutenu de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le travail des enfants. Le pays a ratifié les 2 conventions de l'OIT en la matière et procédé à la mise en conformité de sa législation avec les dites conventions. L'âge minimum d'accès à l'emploi a ainsi été relevé à 16 ans, de sorte à correspondre avec l'âge de fin de la scolarité obligatoire. La Côte d'Ivoire a également révisé la liste des travaux dangereux interdits aux enfants et élaboré une liste de travaux légers autorisés aux enfants de 13 à 15 ans. De nombreuses actions ont été menées en vue de sensibiliser les populations et de renforcer la capacité des institutions chargées de faire appliquer la loi. De même, le PDG du groupe Barry Callebaut, grand chocolatier, société à l'origine franco-belge, a salué l'implication du gouvernement pour mettre fin à l'exploitation des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Réussir à abolir le travail des enfants nécessite un accès à une éducation de qualité, la délivrance d'actes de naissance et l'accès à l'infrastructure requise pour des soins de santé et une hygiène de base. Et je tiens à rendre une fois de plus hommage au gouvernement ivoirien et en particulier à la Première Dame pour le développement, l'ambition et l'énergie avec lesquelles ils mettent tout en œuvre pour réunir ces conditions propices. Un film sur les activités de sensibilisation menées par la présidente du Comité national de surveillance auprès des planteurs, ainsi que ses plaidoyers menés auprès des responsables des grands cercles de décision aux États-Unis, a été projeté. La parole a également été donnée aux planteurs, représentés par 2 responsables de coopératives regroupant chacune plus de 1000 producteurs. Enfin, le tour est revenu aux représentants du gouvernement, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Il a émis le vœu que ce forum permette de dégager de nouvelles voies d'action. Les études ayant démontré que la pauvreté des ménages constitue la principale cause de travail des enfants. Conscient de ce fait, le gouvernement de Côte d'Ivoire a inscrit ses actions visant l'élimination des pires formes de travail des enfants dans des programmes globaux de développement humain durable et s'emploie à ériger un système plus complet et plus efficace de protection sociale. Après les discours d'ouverture, le forum s'est poursuivi par un panel.
À la troisième journée de la mission économique belge en Côte d'Ivoire, la moisson est plutôt bonne. 11 contrats commerciaux ont été signés entre des entreprises belges et ivoiriennes. Cheikh Koné. Moment très attendu pour les opérateurs économiques belges et ivoiriens. 11 contrats commerciaux ont été signés par des entreprises privées des deux pays, ainsi que des chambres consulaires dans les domaines de l'importation et la distribution, de la chocolaterie, de la construction, du transport aérien et de l'industrie graphique. C'est la confiance qui fait effectivement qu'on signe des conventions. Et c'est le résultat aussi de négociations, d'échanges et, j'allais dire, de mise en commun d'expériences, d'échanges. Et donc, ça ne peut que nous réjouir. Nous, Chambre de commerce, nous avons signé avec Bruxelles Airlines pour faciliter justement les déplacements à nos ressortissants, aux membres de la Chambre de commerce et d'industrie. Au niveau de la transformation, le contrat signé entre les opérateurs économiques ivoiriens et belges a pour objectif de transformer sur place, à grande échelle, le chocolat 100% ivoirien. Je considère qu'il est temps de créer des grands crus ivoiriens qui seront exportés vers le monde. Et c'est le contrat qui a été établi avec la maison Chocolat Guérin Boutron, qui existe depuis 224 ans. La Belgique est le deuxième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Cette mission, forte de 265 opérateurs économiques et représentant 135 entreprises, vise à renforcer la coopération commerciale et économique ivoiro-belge. Et la princesse Astrid de Belgique a présidé l'ouverture du groupe Siemens en Côte d'Ivoire, un groupe international spécialisé dans les hautes technologies. Depuis ce 1er octobre, cette entité est opérationnelle en Côte d'Ivoire dans les secteurs de l'électrification, de l'autonomisation et de la digitalisation, en vue de proposer des solutions technologiques de pointe dans ces domaines. Et dans le domaine de la santé, la princesse belge a apporté son soutien à la journée de promotion de la vaccination en Côte d'Ivoire. Serge Collier. La princesse Astrid était accompagnée d'une forte délégation, des hommes politiques, mais aussi les représentants de GSK, une entreprise pharmaceutique qui œuvre dans la promotion de la vaccination en Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la coopération et du partenariat public-privé entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a exprimé toute la volonté de la Belgique à jouer un rôle majeur dans la vaccination et la prévention des maladies en Côte d'Ivoire. Pour le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, la politique mise en place dans cette structure permet de sauver la vie de milliers d'enfants. L'appui de la Belgique va contribuer à renforcer davantage les efforts déployés. L'État de Côte d'Ivoire, depuis l'année dernière, met à la disposition de la population des vaccins. Et l'État va donc octroyer plus de 2 milliards de francs pour l'achat des vaccins pour la santé des enfants et la santé des populations. Ce que nous voulons, c'est vraiment créer un partenariat. C'est un partenariat à la fois dans les campagnes de prévention, à la fois aussi dans l'éducation du personnel de santé. Donc notre mission en tant qu'entreprise, c'est de délivrer des vaccins innovants, de haute qualité, de s'assurer que ces vaccins soient distribués et administrés dans les meilleures conditions. La princesse Astrid et sa délégation ont visité les installations de l'Institut national d'hygiène publique, notamment la salle de vaccination ouverte au grand public. Dans le secteur agricole, l'Intercoton veut améliorer la traçabilité, la collecte et le traitement des données statistiques de la filière. Un système d'identification des producteurs et aussi de traçabilité du coton a été mis en place et 5 années après, les tenants de la filière dressent un bilan. Le reportage de Kwadjo Kwame. Producteurs et graineurs. Les principaux acteurs de la filière coton réunis à la CIDT pour faire le bilan d'exploitation du système d'identification des producteurs et de traçabilité de la production du coton Citracote. 5 ans après sa mise en œuvre, cet outil de gestion créé en vue d'éradiquer les détournements de production, de réduire les conflits et disposer des statistiques fiables. C'est un outil pour tracer le coton du champ à l'usine. Maintenant, ça va jusqu'au port. Le bilan qu'on a présenté
On est parti de près d'une cinquantaine de cas de vol de coton. Aujourd'hui, on arrive à 0 cas de vol de coton. Un seul cas de litige. Alors avant qu'on avait près d'une trentaine de cas de litige. Donc voilà de façon palpable les résultats que nous avons du Citracote. Comment le Citracote fonctionne-t-il sur le terrain? Chaque producteur qui prend son coton au champ et qui arrive à l'usine, il est identifié d'office dans une usine qui lui est dédiée. Donc il ne peut pas vendre le coton dans une autre usine. Ça nous permet de savoir est-ce que ce producteur-là, c'est effectivement dans cette usine qu'il doit vendre son coton. S'il n'est pas identifié dans l'usine, ça veut dire qu'il veut créer une fraude. Cette rencontre a également servi de cadre pour jeter les bases de la réflexion sur les perspectives du Citracote dans le contexte du zonage depuis la campagne 2012-2013. Les orientations des bacheliers pour l'année académique 2017 viennent d'être publiées. Sur plus de 82 000 demandes d'orientation, 20 545 étudiants ont été affectés dans les universités publiques et 61 818 dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Et dès cet après-midi, à partir de 16h, les étudiants pourront voir leur lieu d'affectation sur le site internet www.orientationsup.net. Il est difficile de se faire de la petite monnaie lors des différentes transactions financières ici à Abidjan et plus généralement en Côte d'Ivoire. Le commerce, le transport, même dans les hôpitaux et autres services administratifs. À quoi cela est-il dû? Quelles sont les solutions palliatives qui sont proposées? Fidèle Aigné et Delphine Blas se sont intéressés à ces questions. Cette scène, les usagers des mini-cars appelés communément Gbaka et les taxis communaux appelés aussi Woro Woro sont habitués. C'est très souvent qu'une fois à destination, ils sont associés pour partager la monnaie, une attitude pas au goût de ces derniers. Ça ne m'arrange pas. Au contraire, ça m'énerve parce que je suis pressé, je vais quelque part. Et voilà que j'emprunte le bagage peut arriver ici. Bon, il m'associe à une personne que je ne connais pas. Bon, je ne sais pas comment on va s'arranger. À chaque fois, quand on monte dans le Gbaka, toujours ils associent les gens. Ça ne nous arrange pas. Parce que nous, les clients, on ne peut pas avoir monnaie avant de monter leur véhicule. Parce que ce sont eux qui travaillent. Nous, on ne travaille pas. On est des clients. Avant de venir emprunter, on est obligé de chercher la monnaie. Moi, par exemple, à chaque semaine, je suis obligé d'aller acheter des trucs que je ne veux pas, juste pour me faire la monnaie. Parce que si tu n'as pas la monnaie, tu ne peux pas emprunter. Pour les apprentis Gbaka, c'est la solution trouvée au manque de monnaie. Et les autres qui montent, ils donnent 2000, qui donnent 1000 francs. Donc à 10 heures à midi, monnaie est finie. Donc les autres qui viennent les associer pour aller. Le Gbaka contient 20 personnes. Si c'est 20 personnes, au moins dans les 20 personnes, si au moins 15 ont donné des billets de 500, 1000 francs, bon, nous ne pouvons pas avoir la monnaie. Donc nous sommes obligés de les associer. À la descente des Gbaka, des jeunes filles font la monnaie de 5 000 et 10 000 francs CFA pour l'achat d'un article au prix minimum de 200 francs CFA. Scène difficile à comprendre. Une question à se poser. Où ces jeunes filles prennent-elles la monnaie? On s'en paye la mosquée, le mendiant qui fait 10 habits, on s'en paye ça là. Nous, on s'en cherche une monnaie à la station, on demande à les apprentis. Souvent, on paye 400 cents, on leur donne 500. C'est comme ça, sinon on gagne monnaie pour venir vendre ici. Les mendiants, on les retrouve justement aux abords des mosquées et des grands carrefours de la ville d'Abidjan. Accusés de vendre la monnaie, ces mendiants sur place échangent des pièces sans contrepartie. Je ne peux pas voir quelqu'un va casser mon vieux. Il me dit, peut-être vous êtes une famille ici, quelqu'un veut casser mon vieux. C'est le même travail, il faut aller seulement. Je les tiens, mais voilà. Ah d'accord. C'est ça? Oui, c'est ça. Mais aux deux plateaux, un mendiant quinquagénaire connaît bien le trafic de monnaie. C'est un réseau, selon lui, assez fermé. Toutes nos tentatives pour percer le mystère sont restées vaines. Les pharmacies et les grandes surfaces n'échappent pas au manque de monnaie. On vous oblige parfois à prendre un produit ou un cachet. La pharmacie, il y a toujours problème de monnaie parce que quand nous venons acheter des médicaments, quand il n'y a pas de monnaie, soit ils nous donnent des paracétamol, soit souvent on demande de repasser à plus tard. C'est un peu compliqué. On est obligé d'acheter la monnaie avec des chauffeurs. Vous imaginez, acheter de l'argent avec de l'argent, ça tue l'activité. On va jusqu'à 7%
qu'on te retire sur ton argent que tu leur donnes. Je ne sais même pas. Donc on est obligé, nous aussi, à notre niveau, quand il n'y a pas de monnaie, soit d'utiliser soit les bonbons pour les pièces rouges. Et puis maintenant, quand c'est un peu beaucoup, on est obligé d'utiliser paracétamol. Nous qui devons aller faire des achats, c'est nous qui devons avoir les monnaies. Les boutiquiers, les transporteurs n'ont pas la monnaie. Vraiment, c'est difficile. On ne sait pas si les monnaies sont perdues ou bien qu'est-ce que l'État doit faire pour faire sortir la monnaie. En Côte d'Ivoire, le manque de monnaie est un véritable problème. Et pour ne rien arranger, la pièce de 250 francs CFA n'est pas aussi acceptée sur le marché. Nous n'avons jamais entendu que dans le communiqué du gouvernement que la pièce de 250 est inutilisable. Mais depuis qu'on donne aux passagers, les passagers refusent. C'est ça le 250 là. Je demande à la population, est-ce que ce n'est pas notre monnaie? Quand tu veux payer quelque chose, que tu donnes aux commerçants, aux boutiquiers, ils refusent. Il y avait plus de 1500 pièces de 250. Ils sont obligés de jeter ça à la maison. La pièce de 250 francs est une pièce qui est à cours légal et qui doit servir dans les transactions au même titre que les autres pièces qui sont émises par la Banque centrale. Il n'y a aucune restriction et elle n'est pas retirée de la circulation, donc elle doit servir. Le paiement électronique est proposé comme solution alternative depuis quelques mois au problème de monnaie. C'est la solution trouvée par les banques et les téléphonies mobiles. Barthélemy Kwame, un jeune Ivoirien, a développé une application permettant de récupérer la petite monnaie. Timo est une solution qui facilite les paiements. Timo est vu comme un système de petits avoirs. Vous arrivez dans un magasin, vous payez quelque chose et on vous doit par exemple 845 francs. Ce n'est pas évident qu'on puisse vous donner exactement 845 francs. Timo s'utilise à la pharmacie aussi. Si vous achetez une plaquette de comprimés qui fait 345 francs, on peut vous donner exactement la monnaie qu'il vous faut. Si vous ne voulez pas tout en Timo, on peut vous donner par exemple 300 francs s'il y a des pièces de 100 francs et on peut vous donner 45 francs en Timo. Mais en attendant, le manque de monnaie profite à certaines personnes et inspire même les artistes. Tangi de pain n'a pas monnaie, garde de cabine n'a pas monnaie, Tangi de pain n'a pas monnaie, le boutiquier n'a pas monnaie. Le Royaume des Pays-Bas propose d'accompagner la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire dans sa mission pour la réconciliation et la cohésion sociale. Les deux parties se sont rencontrées au siège de la Chambre à Yamoussoukro. Kader Sogodogo. Yamoussoukro, siège de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, CNRSCT. Son Excellence Robert Van den Dol, ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, est reçu en audience par Sa Majesté Aoulaye Amontanoé Désiré, président de cette institution. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, conformément au décret numéro 2015-358 du 20 mai 2015 portant sur son organisation et son fonctionnement, a pour mission principale la réconciliation nationale et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est en présence de plusieurs membres du directoire que le diplomate hollandais a émis le vœu de son pays d'accompagner la Chambre dans sa mission. La Chambre des chefs traditionnels étant une importante structure sociale et culturelle du pays, nous sommes prêts de travailler ensemble avec les chefs traditionnels et j'ai aussi exprimé ma intention de me rendre chez tous les chefs traditionnels pour montrer le partenariat entre nos deux pays, pas seulement entre les deux pays, mais aussi entre les deux peuples, le peuple ivoirien et le peuple néerlandais. L'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas date du 9 janvier 1961. Ces relations sont axées sur la politique, l'économie et les finances. Un dernier hommage rendu par le gouvernement ivoirien aux 4 victimes décédées dans le crash de l'avion affrété par l'armée française. Ce mercredi à Ivosep, 3 ministres ont assisté à une cérémonie de levée des corps, une occasion de plus pour exprimer le soutien du gouvernement ivoirien aux familles des victimes. Gabriel Zani. La mère de l'une des victimes du crash survenu le samedi 14 octobre est inconsolable. Toutes les victimes décédées sont de nationalité moldave. Ce mercredi matin, à Ivosep, le gouvernement leur a rendu un dernier hommage. Le soutien du gouvernement, un soutien normal. Le président de la République a fait un télégramme au président moldave et la Côte d'Ivoire se tient aux côtés du gouvernement moldave, aux côtés du peuple moldave.
également aux côtés des familles donc attristées. Nous sommes aussi venus leur rendre hommage parce qu'ils étaient en mission donc dans le Sahel, donc pour l'ensemble de la région. Donc il était important que le gouvernement, au nom de toute la région aussi, donc vienne manifester donc leur solidarité et leur reconnaissance donc au travail qui est fait donc pour ramener donc la paix dans la région. 10 personnes, dont 6 Moldaves et 4 Français, étaient à bord de l'appareil qui s'est abîmé à Port-Bouilly, en bordure de mer, non loin de l'aéroport d'Abidjan. L'avion, en provenance de Ouagadougou, a chuté dans l'eau. Il avait été loué par l'armée française dans le cadre de l'opération Barkhane de lutte antiterroriste au Sahel. Les causes de cet accident sont encore inconnues. Les enquêtes se poursuivent. Les dépouilles des victimes du crash d'avion seront rapatriées en Moldavie ce mercredi. Autre hommage de la nation ivoirienne, la ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant rencontre les associations féminines en vue de rendre hommage au maire de la commune de Port-Bouilly, Hortense Aka Angui, décédé en septembre dernier. Et ce sera demain, 26 octobre. Herman Niamia. C'est le 30 septembre dernier que le maire de Port-Bouilly, Hortense Aka Angui, est décédé. Femme politique, mais aussi femme d'engagement et de conviction, qui a servi de modèle à plusieurs femmes en Côte d'Ivoire, les femmes dans leur ensemble ont décidé de lui rendre un vibrant hommage pour lui témoigner leur affection. C'est donc pour préparer cette cérémonie d'hommage qui aura lieu le jeudi 26 octobre prochain au Palais de la Culture que les différentes associations féminines du pays sont ici en réunion sur invitation du ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Aujourd'hui, nous parlons leadership féminin, nous parlons autonomisation de la femme, mais ce sont des valeurs qu'incarnait déjà Mme Hortense Aka Angui. Pourquoi? Parce qu'elle a été la deuxième femme ministre en charge des femmes, après Jeanne Gervais. Elle a été la deuxième femme présidente de l'Association des femmes ivoiriennes. Elle a été la première et la seule femme maire de la commune de Port-Bouilly jusqu'à sa mort. Et elle a milité au sein de plusieurs associations. Donc pour toutes ces raisons, nous avons voulu lui rendre un vibrant hommage avant son dernier voyage. Avant la cérémonie du jeudi prochain, certaines qui l'ont connue et côtoyée ont tenu à faire un témoignage sur l'illustre disparu. C'est une grande perte pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Parce que Mme Aka Angui représentait vraiment pour les femmes, pour nous. Et vraiment, c'est notre maman. C'est notre maman et c'est notre exemple dans tous les domaines. Elle porte en elle toute la grandeur d'un engagement à la fois politique et social. Elle nous laisse un bel enseignement, toujours s'engager avec conviction, avoir le sens de l'autre, savoir se donner, savoir s'impliquer, savoir accorder de la place donc à ce qui nous tient à cœur. Ce que je peux lancer comme appel à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, c'est pour qu'on se mobilise pour lui rendre hommage. Parce que c'est une femme qui a servi la Côte d'Ivoire au nom des femmes de Côte d'Ivoire. Née en 1933 à Agboville, Hortense Aka Angui est une femme politique ivoirienne. Ancienne ministre de la promotion des femmes dans le gouvernement de la Première République ivoirienne avec Félix Houphouët-Boigny. Maire de la commune de Port-Bouilly dans l'agglomération d'Abidjan depuis 37 ans, Hortense Aka Angui détient le record de longévité au poste de premier magistrat d'une commune en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, à la veille de la présidentielle au Kenya, l'opposition refuse de participer et manifeste dans les rues. Raila Odinga a annoncé qu'il donnerait des instructions pour le jour du vote. Mais le pouvoir veut que le scrutin se tienne comme prévu jeudi. La Cour constitutionnelle est sous forte pression et reconnaît qu'il lui sera difficile d'organiser un vote crédible. Ce scrutin intervient après l'annulation de celui du mois d'août qui a été invalidé. Au lendemain de la clôture du congrès quinquennal du Parti communiste chinois, Xi Jinping, à la tête du pays depuis 2012, a été reconduit pour un nouveau mandat de 5 années. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Très bon après-midi à tous sur RTI 1.